Bonjour. 10 octobre 2020, 23e jour de détention pour notre camarade Hervé Ryssen, prisonnier des tenants de l'idéologie bolchevique, républicaine, égalitariste. On n'a pas fini, hein. Pas fini. Voilà, donc aujourd'hui, Soral répond au 21e fourné de la chaîne de John Nada. Voilà pour la vidéo support, si vous voulez aller voir, il y aura le lien. Sinon, donc, pas encore écouté la vidéo. Donc, on reviendra après éventuellement, hein, s'il y a des précisions à apporter, s'il n'y en a pas. On laissera Alain Soral terminer, tout simplement. Voilà, bonne écoute. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur automatique d'Alain Soral. Je ne prends ni les injures ni les appels masqués. Laissez votre message après le signal sonore. On verra si on vous répond. Et je suis depuis quelques mois également Véronique Lévy. J'ai déjà pensé vous poser cette question lorsque je l'ai découvert, non parce qu'elle est la sœur d'un ami commun, mais parce que ses paroles, je trouve, se font que les vôtres, contiennent lorsque vous abordez ces sujets, je pense notamment à la bioéthique. Donc je vous demande benoîtement, et vous l'avez compris, cette question appelle une réponse comme vous savez faire. Que pensez-vous de Véronique Lévy? Merci pour tout. Bon, je vais déjà, avant de répondre, faire une petite mise au point, parce que la dernière fois, un auditeur s'était étonné que je découvre les questions et qu'en même temps, je sache les questions. Alors, quand je dis que je découvre les questions, c'est qu'on me fait écouter les 10, d'ailleurs, questions choisies. Je les écoute, les 10 et 11, là. Je réfléchis 5 minutes avant et après, je réponds question par question. Ce qui fait que quand je réponds à la première, je sais les autres qu'il y a derrière, ce qui me permet parfois effectivement de pouvoir penser à articuler mes réponses les unes par rapport aux autres. Donc je les découvre, effectivement, j'ai que 5 minutes pour les préparer, mais je les découvre pas les unes séparément des autres. Voilà, donc je faisais cette petite mise au point pour pas qu'on pense que j'exemple, hein, et qu'on sache exactement comment on procède. Alors maintenant, je respecte beaucoup Lévy, et là j'y vois quelque chose de l'ordre de la, je dirais, de la grâce et des signes, ce qui ne rentre absolument pas, je dirais, dans les équations de Monsieur Bricmont, que la sœur de Bernard-Henri Lévy, qui est quand même, à mon avis, Bernard-Henri Lévy, années, car je rappelle que, au-delà de son snobisme ridicule et de son arrogance, il a quand même du sang plein les mains. Il a été un fauteur de guerre systématique depuis la fin des années 70, hein, au service de l'Empire, et même d'ailleurs plus précisément d'Israël, parce qu'il est encore plus sioniste qu'impérialiste, on va dire, enfin, au sens de comprendre l'Empire du terme. Que sa propre sœur se soit convertie au catholicisme tradit. Et puis, ce n'est pas une conversion mondaine, hein, c'est une conversion, elle a été appelée, on va dire, elle a la foi, pour moi, est un signe. Voilà. Et moi, je crois aux signes, je m'appuie sur la raison et sur les signes, sur les deux. Et je sais d'ailleurs qu'une fois, je pense qu'elle a déjà parlé de nous. Et voilà, donc quand je mène je suis un peu démoralisé ou que je vis. Et c'est là que je me dis que Dieu, par exemple, ou je ne sais pas comment, ou les forces du bien sont avec nous et que ces signes nous sont envoyés pour que nous ne désespérions pas du combat et de la voie que nous nous sommes choisis. Donc, je vous embrasse, Véronique Lévy. Bonjour Monsieur Soral, c'est Kevin de Normandie. Donc déjà, merci beaucoup pour votre travail, merci à toute l'équipe de R. J'ai deux simples questions. Je voudrais savoir votre avis sur Charles Gave, dans un temps, et dans un deuxième temps, votre avis sur Julien Rochedy. Voilà, merci beaucoup, à bientôt. Alors, deux personnages, Charles Gave et Rochedy, qui ont des qualités pour moi objectives et quelques petits défauts. Charles Gave, j'en ai déjà parlé, c'est-à-dire que c'est un bon critique des dérives du libéralisme actuel, puisque c'est un sujet qu'il connaît bien, et c'est aussi, à mon avis, un bon patriote, puisqu'il est du Sud-Ouest, catholique, rugbyman, ce qui est toujours
c'est bon signe. Hein. On ne penserait pas à l'associer, par exemple, à Askolovitch, vous voyez. Hein. Mais moi, ce que je lui reproche, c'est d'être strictement libéral et d'avoir cette espèce de morgue et de critique facile du marxisme sans vraiment comprendre ce que c'est et en quoi ça pourrait l'aider à aller un peu plus loin, notamment dans sa vision politique des choses. Parce que penser qu'il suffit que le libéralisme commet des erreurs et qu'il suffit de corriger les erreurs du libéralisme pour que tout marche bien, me paraît un peu naïf, car en réalité, les erreurs du libéralisme sont dans la logique du libéralisme, c'est la dérive de l'accumulation libérale. Et je pense que si je devais conseiller quelque chose à M. Gave, c'est d'être un peu moins, je dirais, arrogant sur sa critique du marxisme, notamment la critique qu'il fait de la théorie de la plus-value par rapport à la théorie de la valeur marginale, et de comprendre, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, qu'il y a dans cette tentative de théorisation de Marx une dimension de contrôle moral, de remettre le marché avec un grand sous le contrôle de la morale, sous le contrôle de la politique, et que Gave, qui prétend faire de la politique et lutter contre les abus ou les erreurs du libéralisme, en réalité reste quand même dans cette catégorie qui se fait surdéterminer la politique par le libéralisme. Hein, c'est là où il est dans une contradiction qui vient sans doute qu'il a une culture, contrairement à ce qu'il croit, assez monolithique, c'est-à-dire qui est purement libérale. Et c'est ce que je lui reprocherais. Je serais d'ailleurs intéressé et amusé d'en parler avec lui. Hein, ça pourrait peut-être aider parce que je pense que par ailleurs, il peut avoir un rôle politique à jouer dans la France de demain, il maîtrise quand même son sujet et que pour combattre le libéralisme, il faut bien le connaître de l'intérieur. Et j'ajouterais aussi, il faut bien le combattre de l'extérieur. Et pour ça, l'outil marxiste est très utile aussi. Voilà. Il faut que je parle de Rochdy maintenant, oui. Alors Rochdy, c'est un copain, on se connaît bien depuis longtemps, bien qu'il soit beaucoup plus jeune que moi. Je sais qu'il était patron du FNJ, qu'il s'est éloigné du FNJ de Marine pour plusieurs raisons, mais aussi parce qu'elle était entourée que d'homosexuels, et que je pense que ça commençait à le peser. Alors je pensais qu'il en était parti pour des raisons plus, on va dire, géopolitiques et politiques que psychologiques. Et j'ai l'impression, vu son évolution, qu'en fait, il est de plus en plus dans une posture, je dirais, psychologiste, puisque aujourd'hui, il anime plutôt un blog ou un site de virilisme. Donc, il se déclare nietzschéen. À mon avis, je ne sais pas s'il a tous les moyens philosophiques de comprendre Nietzsche, pas seulement Nietzsche par lui-même, mais Nietzsche dans le concept, je dirais dans l'espace philosophique global où il s'est situé, c'est-à-dire par rapport à Hegel, par rapport à Marx. Je ne suis pas sûr que son nietzschéisme soit forcément un sommet de la compréhension de Nietzsche. Et tout ce qui me gêne un peu plus, c'est que depuis qu'il est en ménage avec une très jolie Hollandaise qui, à mon avis, est beaucoup plus sur une ligne identitaire à la Wilders, il arrive quand même à faire à produire des discours qui critiquent les dysfonctionnements du monde actuel et la destruction accélérée de la France, sans jamais prononcer le mot juif, ce qui est quand même une démonstration de virtuosité, mais pas vraiment de virilité, au sens même nietzschéen du terme. Et moi, ce que je remarque, c'est qu'aujourd'hui, sa virilité se traduit surtout en se laissant pousser la barbe. Bon, il a un système pileux qui le lui permet, mais pour moi, ça le fait plus ressembler à un gérant de salon de coiffure napolitain qu'un réel combattant, je dirais, de l'arianité bien comprise. Hein, voilà, donc c'est une petite pique que je lui envoie. Et je pense que là, avec l'affaire Rissen, ça serait intéressant, puisque nous, on va essayer quand même de combattre sur ce terrain-là, de voir si, en tant que viriliste occidental nietzschéen, il a les couilles de nous rejoindre dans le combat pour demander la liberté de Hervé Rissen, par exemple, ou s'il va rester caché derrière sa fiancée hollandaise qui a un niveau politique quand même assez limité, et cette espèce de ligne néo-wildersienne qui ne me plaît pas beaucoup et qui n'est pas, il suffit de regarder la blonde Wilders décolorée, d'une très grande virilité et même d'un très grand nietzschéisme, puisque ces gens-là qui prétendent défendre l'Europe, l'Occident et je dirais même l'hyperborée, n'ont en réalité, quand on gratte, qu'Israël à la bouche. Hein. Donc j'espère que Rochdy, même si c'est par amour, ne descendra pas à son tour aussi bas. Voilà.
Oui, bonjour, Président, c'est Romain. Je voulais savoir ce que vous pensiez de la candidature éventuelle de Jean-Marie Bigard aux élections présidentielles. Je sais que vous l'avez parfois rencontré et que vous nous disiez qu'il était un petit peu dans votre sens, en fait. Et donc, je voulais savoir si, selon vous, Jean-Marie Bigard était encore... est-ce que c'était une fausse opposition créée par le pouvoir et donc, par conséquent, un idiot utile, ou au contraire, est-ce que vous pensez que Jean-Marie Bigard est encore assez libre et peut poser des problèmes à l'établissement? Voilà ma question. Et donc, en tout cas, merci pour tout ce que vous faites et bon courage à vous. Merci. Au revoir. Oui, alors là c'est pareil, j'aime bien qu'on pose des questions sur des gens parce que il se trouve que c'est pratiquement tous des gens que j'ai connus personnellement, fréquentés, donc c'est toujours bien de pouvoir parler des gens, pas seulement à travers l'image que les médias en produisent, mais en pouvant recouper ça avec des vrais échanges. Donc j'ai croisé Bigard plusieurs fois dans ma vie. On était devenus un peu copains à l'époque où j'avais sorti un livre qui avait fait date, qui était Jusqu'où va-t-on descendre, hein, parce que j'ai été un peu pionnier sur ce que Zemmour essaye de cultiver en ce moment, de manière d'ailleurs, je dirais, ambiguë ou incomplète. Et j'aime bien Bigard parce que c'est un gars du peuple et donc un populiste. Hein. Donc je pense que c'est un bon comique, ce qui est assez rare. Hein. Derrière Dieudonné, il y a lui, il n'y en a pas 36 autres. Alors le problème, c'est qu'il vient du showbiz et à l'époque, il m'avait déjà dit Alain, je suis d'accord avec toi, mais je suis trop riche pour pouvoir l'exprimer. Bon, il se trouve que depuis, il est devenu beaucoup moins riche parce qu'il a eu quelques ennuis. Rappelons-nous qu'il s'est quand même, il a remis en cause la thèse officielle du 11 septembre, ce qui est assez courageux. Mais à la fois, aujourd'hui, il dit qu'il ne veut plus du tout qu'on nous lui en parle et en parler. Donc c'est un type qui a des velléités d'opposition politique radicale, je l'en félicite, mais qui est coincé le fait qu'il a un pied encore dans le showbiz et qu'il faut qu'il soit invité par Hanouna pour pouvoir encore exister. Et là, j'ai pas besoin de dire ce que ça veut dire être un populiste radical. Il y a une vraie contradiction qui est insurmontable. Et puis, il y a deux autres questions que j'évoquerai. C'est que, sans doute, même s'il est de bonne volonté, il n'a pas la culture politique suffisante pour pouvoir comprendre la complexité de la situation qui est essentiellement triangulée, je dirais. Hein, il est encore sur les vieilles valeurs, république, démocratie, révolution française. C'est pas suffisant quand on veut comprendre la marche en avant du nouvel ordre mondial. C'est plus complexe que ça. Donc, il manque de culture politique. Et puis, aussi, c'est une remarque qui renvoie un peu à Esther et à l'Ancien Testament. Il a repris femme alors il est plus vieux que moi, hein, alors qu'il est assez vieux et assez fatigué. Il a une santé fragile, il faut le savoir. Hein, donc ça aussi, ça joue. Je crois qu'il est diabétique, donc il a des vrais problèmes de santé. Il a repris une femme jeune, il n'y a pas très longtemps, qui est juive de confession et qui a bien dit récemment que son mari, qui est le père de ses jumeaux, je crois, se rapprochait de plus en plus de la religion juive. Donc pareil, il est difficile de pouvoir être un opposant radical à la domination actuelle, tout en se rapprochant de la communauté juive ou de la religion juive, et tout en ayant besoin d'Hanouna pour exister. Et c'est là qu'on voit que Bigard est un peu en zigzag, c'est-à-dire que tantôt il exprime réellement sa colère et sa solidarité avec le peuple, et puis tantôt il revient à la dure réalité de sa réalité, où il est quand même, il a un peu ce vrai combat politique radical qu'il faudra mener demain et qui arrive lentement et sûrement. Je pense qu'il pourra le rejoindre à un moment précis peut-être, mais je pense qu'il ne peut absolument pas le mener. Il n'a pas le niveau de liberté en fait, et il n'a pas le niveau de culture, et donc il n'a pas le niveau d'engagement. Donc comme candidat à la présidentielle, non, c'est de la rigolade, c'est du guignol. D'abord, il n'ira pas, bien évidemment, mais dans la vie, c'est pas tout. J'avais été assez agacé que un des cadres des Gilets jaunes, là, je crois Rodriguez, un nom comme ça, lui crache à la gueule, alors que Rodriguez ne vaut pas tellement mieux que lui, qui a quand même fait évoluer systématiquement les Gilets jaunes vers le gauchisme, qui est une impasse. Hein. Et ça m'agace de voir Bigard se faire siffler quand il va défiler avec les Gilets jaunes, alors que les trois quarts des gens du showbiz n'y vont pas et rêvent secrètement que ces gueux soient matés. Hein. Il suffit de voir les phrases de certains mecs du showbiz sur les Gilets jaunes. Donc voilà, il faut avoir, je dirais, le courage d'une analyse complète et nuancée, qui est souvent un peu cruelle. C'est que Bigard, de ce point de vue-là, a un peu des rêves et je dirais pas des prétentions, mais des velléités qui sont malheureusement et de façon certaine au-dessus de ses moyens. Voilà. Bonjour Monsieur Soral, je suis français d'origine africaine. Ma question est la suivante.
À quand une convergence Soral-Kémy Séba? Merci. Votre question était étrange parce que convergence Soral-Kémy Séba, on a commencé par là, puisque au départ, moi j'ai soutenu Kémy Séba quand il défiait la Ligue de défense juive et qui montrait bien la violence et le racisme de cette organisation communautaire qui était bien plus problématique à l'époque dans son... C'est l'analyse qui produisait que le Front National. Et on s'était tous retrouvés sur cette ligne autour de Dieudonné. Donc il y a une époque où Kémy Séba à droite de Dieudonné. Et il y a une époque aussi où il m'envoyait des messages très respectueux et très réguliers pour que je diffuse son travail sur égalité et réconciliation. Je serais cruel, je sortirais les mails qu'il m'envoyait à l'époque, ils étaient très très respectueux, très obséquieux. Hein. Et nous l'avons pendant très longtemps relayé, nous avons même vendu son livre Supranégritude pour vous dire les efforts que j'ai fait quand même pour la cause commune, quand on voit la différence de niveau intellectuel entre ses écrits et les miens, hein, relisez vers la féminisation et regardez l'appareillage conceptuel que ça met en avant et comparé avec Supranégritude, et vous verrez quand même que pour le combat politique, je me suis quand même abaissé, mis au niveau de gens qui n'avaient absolument pas mon niveau de culture politique, historique et philosophique. Hein. Donc j'ai toujours fait beaucoup d'efforts, moi, de mon côté. Et malheureusement, et là c'est le problème du blanc qui se fait toujours trahir au nom de l'antiracisme, qui est un racisme inversé, hein, donc, systématiquement maintenant, c'est que quand il y a eu l'affaire Binti, qui je le rappelle a été montée par Mathias Cardet, qui travaillait pour les flics, avec le journaliste israélien El Fassi, Kémy Séba, au lieu de me soutenir ou simplement de regarder ailleurs, m'a attaqué. Et à l'époque, je lui ai dit, comment se fait-il que tu m'attaques, sachant les arrière-plans de cette attaque sous la ceinture. Je rappelle que la fameuse Binti, je ne l'ai jamais vue, et que c'est elle qui m'avait démarché, et qu'elle s'est fait manipuler, et qu'on l'a utilisée contre moi pour me salir. Hein. Et ben, il m'avait répondu à l'époque, Alain, ma clientèle, je crois que je ne sais même pas si elle avait dit, mais ça c'est en fait, même si elle avait dit public, il pensait que elle ne comprendrait pas. Et là, je lui avais dit, donc tu es un démagogue, parce que moi, si je pensais qu'à ce que ma clientèle blanche peut comprendre, je serais un identitaire et ça me mettrait sur la ligne de Conversano. Et il m'avait répondu à ce moment-là, je ne serai jamais ton négro. Et là, j'ai compris qu'il y avait chez Kémy Séba, qui est en fait un Alsacien, fils de médecin franc-maçon, une espèce de haine anti-blanche, à mon avis fondée sur un profond complexe d'infériorité collective, parce que lui-même a une intelligence en fait très blanche, entre guillemets. Hein. Tous ces concepts sont les miens. D'ailleurs, récemment, j'ai entendu que Vincent Lapierre avait relayé une phrase de lui où il disait « je vomis Soral ». Effectivement, Kémy Séba vomit Soral, c'est-à-dire que tout ce qui sort de sa bouche pratiquement, c'est un discours qui vient de mon groupe ethnique, hein, pas du sien. Et effectivement, il le vomit parce qu'il le crache avec haine. Et là, c'est presque de la psychanalyse, parce qu'en fait, tout ça, c'est des panafricanismes. Ça ne vient pas d'Afrique. Hein, c'est transposé en Afrique des conceptions politiques qui viennent des États-Unis et d'Europe, hein, et qui sont totalement liées à l'histoire du monde blanc. Donc ça, c'est sa contradiction, je dirais, fondamentale. Donc en fait, nous sommes fâchés, mais nous sommes fâchés, c'est lui qui m'a craché à la gueule, comme toujours, d'ailleurs, quand j'ai essayé tour de Dieudonné, ce que Dieudonné représentait, on m'a toujours reproché d'être le blanc de service, et quand ça se passait mal, il y avait toujours l'excuse du blanc pour en fait me trahir au nom d'un présupposé antiraciste qui en fait habillait une trahison et une immoralité et une dégueulasserie. Ce que d'ailleurs Dieudonné a parfaitement admis et compris aujourd'hui. Hein, voilà. Donc moi, j'ai très longtemps soutenu Kémy Séba, je l'ai relayé, j'ai vendu ses bouquins à l'époque, et c'est lui qui s'est retourné contre moi, c'est lui qui m'a finalement, démontré qu'il était quand même, que derrière son panafricanisme, qui n'a pas de réalité par rapport à la réalité africaine, qui est, dont je rappelle, la réalité africaine, Lugan la connaît bien mieux que lui. C'est-à-dire que Lugan, c'est un blanc qui connaît l'Afrique, et Kémy Séba, c'est un noir qui fantasme l'Afrique. Et c'est pas tout à fait pareil. Il suffit pas d'être noir pour comprendre l'Afrique. Il faut aussi y avoir vécu et en être imprégné, ce qui n'est pas son cas. Hein, voilà, ou très très récemment. Hein. Et donc, j'ai eu à déplorer effectivement la trahison de Kémy Séba. Et cette trahison s'est faite malheureusement sur du racisme, quoi. J'étais le blanc à utiliser et à trahir, comme si quelque part j'avais une dette. Hein. Là, on est vraiment ça se rapproche beaucoup de la notion de réparation que nous vend l'idéologie de la Shoah. Hein. Il y a quand même chez ces gens-là, en fait,
ils sont beaucoup modélisés sur la communauté. Hein. C'est-à-dire que en tant que blanc, j'aurais une dette éternelle et on pourrait à la fois me demander des services et me trahir quand ça les arrange. Hein. Voilà. Donc Kémy Séba, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il ne parle plus du tout des sujets dont il parlait à l'époque où il avait des ennuis. Hein. Maintenant, il a un discours, on va dire, qui se rapproche du monde diplomatique et qui le met dans une bonne tradition gauchiste. Hein. Il parle de finance internationale. Enfin voilà, le mot juif n'apparaît plus jamais, alors qu'avant, il avait que ce mot-là à la bouche, ce qui faisait son courage et sa spécificité. Et puis après, je vois maintenant qu'il est à la tête d'une ONG. Alors moi, quand j'entends ONG, j'entends CIA, Soros. Donc j'aimerais bien savoir, moi, cette ONG qui essaie de faire une OPA, notamment pour gauchiser un peu plus les gilets jaunes, hein, enfin les amener sur l'impasse et la voie de garage de l'ethno-gauchisme. Ce que j'aimerais bien savoir, moi, c'est, parce que le mieux, c'est d'où vient ton pognon, c'est qui finance Kémy Séba aujourd'hui. J'aimerais bien savoir, ça, la transparence, ce serait pas mal pour se faire une idée. Et ce que je sais, c'est qu'il était un peu financé par Booba, ce qui est quand même amusant ou intéressant ou étrange, puisque Booba vit à Miami. Il fait partie par son père de la bonne bourgeoisie sénégalaise et par sa mère, je crois, de la communauté de Lumière. Ce qui d'ailleurs, ça s'assume. Hein. Mais sur Kémy Séba aujourd'hui, je le catalogue dans la catégorie démagogue africain. Et je reconnais que son discours est plutôt de meilleure qualité que les 3/4 des intervenants pianistes. Hein. Et en même temps, je ne crois pas à sa très grande sincérité et à sa très grande honnêteté. Je vois que c'est un type qui travaillait beaucoup et qui a beaucoup travaillé sur son image, son discours, un peu comme un télévangéliste américain, ce qui n'est pas un compliment. Hein. Et moi, ce que je dis en général des Africains, c'est qu'ils sont surtout géniaux dans la musique. Hein. Voilà. Donc, Kémy Séba, c'est à la fois peut-être mieux que rien, pas nul. Beaucoup de choses sont bonnes dans son discours, et d'ailleurs, toutes ces choses qui sont bonnes dans son discours, c'est ce que je dis aussi, hein, sur l'horizontalisation des phrases entières. Hein, je ne sais pas s'il s'en rend compte. Et je ne l'ai pas attendu quand même pour exprimer tout ça, car je rappelle que j'ai au moins 20 ans de plus que lui, je crois. Et je rappelle encore qu'il m'a beaucoup manqué de respect, pas mal trahi. Et je rappellerai que quand il s'était fait arrêter à la sortie de la Main d'Or et embastillé, c'était moi qui m'étais occupé de contacter son avocat, etc. Il ne m'en a jamais remercié publiquement et il s'est toujours arrangé, pour des raisons à mon avis, je dirais presque de commerce, pour me cracher à la gueule et m'affronter un peu fictivement en public, parce que je pense qu'il pense que c'est nécessaire pour son positionnement, ce qui prouve qu'il n'est pas très honnête. Parce que déjà, quand on est panafricaniste et qu'on parle à son public en les appelant mes frères et mes sœurs, imaginez qu'un européiste aujourd'hui blanc, pour essayer de vendre l'Europe au-dessus des nations, parle à ses auditeurs, à ses électeurs en disant mes frères et mes sœurs. Ça serait ridicule. Donc voilà, ce qui est triste, c'est que quand on transpose ce que fait un prédicateur comme Kémy Séba dans le monde blanc, ben, ça devient un comique. Et ce qui prouve bien quand même qu'il y a un niveau très inférieur de conscience politique de l'Africain par rapport à l'Européen, ce qui est normal, puisque on va dire la politique authentiquement africaine, c'est le tribalisme, hein, c'est la famille élargie, c'est la division familiale du travail, c'est un autre monde. Et en fait, c'est à ça que j'invite les gens. Traduisez en blanc ce que dit Kémy Séba, bah, tout de suite ça devient ridicule, ce qui veut dire que c'est acceptable parce qu'on se dit c'est pas si mal pour un Africain, ce qui n'est pas très antiraciste quand on y réfléchit bien. Bonjour Monsieur Soral, je vous appelle pour savoir ce que vous pensiez de Monsieur André Berkoff, qui a l'air de défendre la chloroquine et le traitement de Monsieur Raoult, savoir si vous le classifié dans la même catégorie que Zemmour & Co. Merci beaucoup. Au revoir. Bah là encore, vous voyez, Berkoff, je le connais bien, puisque ça a été mon premier éditeur. C'est lui qui a édité les mouvements de mode expliqués aux parents, enfin qui a amené le livre chez Robert Laffont à l'époque. Je le connaissais parce que quand je faisais déjà du journalisme à l'époque, hein, on est en 1980 là, hein. Les Kémy Séba et les Panamza, tout ça n'était pas né, moi j'étais déjà sur le terrain. Je lui vendais des articles à l'époque où il était, je crois, rédacteur en chef de Lui, il me semble, ou peut-être Playboy, hein, je peux me tromper, mais je crois que c'est plutôt Lui. Et donc je le connaissais bien, c'était un copain, on est resté copains d'ailleurs assez longtemps. Quand j'ai eu comme ennuis, parce que je dénonçais une certaine mainmise communautaire et je refusais de marcher dans la combine gauche-droite institutionnelle dans laquelle est en train de retomber, à mon avis, Kémy Séba, c'est lui qui m'avait présenté
à Golnadel, qui sous prétexte de vouloir m'aider parce qu'il respectait mes idées, parce qu'il avait bien aimé Jusqu'où va-t-on descendre, avait essayé de me recruter, de me retourner, ce que j'avais refusé. Donc pour dire que Berkoff, il faut pas... Avec les gens de cette communauté, il y a une fusion qui est faite, il ne faut pas limiter notre analyse à la personne et à l'individu. Il faut voir que André Berkoff est intégré à ce qu'on appelle la communauté organisée et qu'il faut le considérer comme l'élément d'un tout dans une stratégie globale. Alors effectivement, Berkoff est pro-Trump, ce qui est assez rare pour les gens de la communauté. Alors je précise effectivement que Berkoff, qui se présentait à certaines époques comme libanais, et aujourd'hui dit bien qu'il est juif, hein, il est juif de la communauté organisée, donc c'est encore un juif qui est déterminant dans la superstructure française. Hein, et là on a cette question que je n'appellerai pas un problème pour ne pas avoir d'ennui, de surreprésentation communautaire qui permet quand même de se poser certaines questions. Donc il est trumpien, donc ça veut dire que la communauté organisée l'a laissé se placer là ou l'a placé là. Donc il est pro-Raoult, il est pro-Trump, parce que je pense que la communauté ne met jamais tous ses œufs dans le même panier. Mais pour moi, ça n'en fait pas un combattant de la liberté. Ça en fait plutôt quelqu'un qui est chargé à son poste de maintenir coûte que coûte la domination sur la France, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est-à-dire qu'il y aura toujours, quelle que soit la lourdeur du terrain, un cheval placé. Vous voyez, voilà. Donc c'est comme ça que je comprends Berkoff, et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et ceux qui n'ont pas encore compris que c'est comme ça qu'il fallait réfléchir n'ont toujours rien compris. Voilà. Alors voilà, par ailleurs, Berkoff est à Sud Radio. J'attends toujours qu'il m'invite. Par exemple, j'attends là qu'il signe la pétition qu'on va lancer pour la liberté pour Rissen, au nom de la liberté d'expression et au nom du refus du délit d'opinion, qui est quelque chose qui nous ramène aux heures les plus sombres. Hein. Je finirai là-dessus. Bonjour Monsieur Soral, une question sur le rappeur Freeze Corleone, qui a des problèmes après ses textes sur Israël et les Juifs. Je sais que c'est pas forcément votre tasse de thé en termes de musique, et pas forcément un grand philosophe, un grand penseur, mais c'est un très bon rappeur. Alors, est-ce que cette polémique vous fait repenser la place du rap parmi les jeunes et dans la société, en se disant qu'on peut faire des bonnes rimes et de la musique, même si ça ne rentre pas forcément dans votre enseignement, dans votre culture musicale? Bon courage. Là aussi, c'est marrant le manque de, de culture historique, en oubliant qu'on y a ensemble collaboré beaucoup. Et là, c'est pareil. Moi, j'avais essayé de monter un label qui s'appelait Bras d'honneur, que j'avais malheureusement confié à Cardet, celui qui aujourd'hui dit bien qu'il travaillait pour la police à l'époque pour me détruire mon organisation. Hein. On avait monté Bras d'honneur pour faire du rap, mais justement du rap qui échappe au piège de l'antiracisme, qui échappe au piège de ceux qui l'ont mis en place en France pour abaisser le niveau d'intelligence et de lucidité des jeunes de banlieue. Donc même si j'aime pas le rap parce que c'est pas de ma génération et que je pense que c'est très inférieur aux musiques que j'écoute, parce que je pense qu'il y a des critères objectifs sur la musique. Hein. Je pense que Miles Davis, c'est très au-dessus du rap en musique. Hein. J'étais pour promouvoir justement un rap qui permettait aux jeunes de banlieue, parce qu'ils aiment écouter, de faire monter leur niveau de conscience. Donc je suis assez content de voir que le jeune Corleone a fait monter son niveau de conscience sur, je dirais, le combat prioritaire à mener aujourd'hui. Mais par contre, je crois qu'il y a un petit contresens qui est fait sur lui quand on dit qu'il est obsédé par la Shoah. C'est un contresens complet parce qu'il dit bien qu'il n'en a rien à battre, je crois, de la Shoah. Et il est tout à fait normal qu'un jeune de 20 ans issu de l'immigration n'en ait rien à battre de la Shoah puisque ça ne le concerne en rien. C'est pas son époque, c'est pas son avenir. Il n'a aucune responsabilité morale dans cette affaire. Donc n'en avoir rien à battre ou rien à foutre de la Shoah, ce n'est pas être, être obsédé par la Shoah, c'est refuser les torts, comme le sont ceux qui essayent par cette obsession shoatique de nous maintenir dans une culpabilité qui permet simplement de maintenir leur domination. Et j'avais bien exprimé qu'aujourd'hui, la Shoah servait essentiellement à masquer la Torah. Hein. Voilà, c'est-à-dire une souffrance subie servait à masquer un projet politique et religieux qui est essentiellement un projet de domination fondé sur une idée profondément raciale, hein, voilà, qui est encore aggravé par le contenu objectif du Talmud. Voilà. Donc, et je ne comprends pas tellement comment moi ou Hervé Rissen puissions être condamnés pour simplement faire de l'histoire et de la théologie, hein, de ce que nous disons
à ce niveau-là est strictement incritiquable et d'ailleurs jamais critiqué. On nous attaque sur des supposés posts, sur des profils VK qui ne sont pas de moi. Rissen, on l'attaque sur des couvertures de ses livres ou sur des petites phrases, jamais sur le contenu de ses livres, comme d'ailleurs on n'attaque pas le contenu des miens, parce que c'est inattaquable, c'est entièrement sourcé. Voilà. Donc, ce que je veux voir maintenant, c'est si ce jeune Corleone va tenir le choc face à la violence qu'il va subir de la toute-puissante communauté organisée. Ce qui prouve bien d'ailleurs que cette communauté organisée est toute puissante, puisque le type, du jour au lendemain, se fait virer d'Universal alors qu'il vendait des tonnes de disques. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la solidité du gars face à la violence, et s'il rejoint le camp des vrais résistants, Dieudonné et moi-même, et dont sont sortis Vincent Lapierre et Kémy Séba, d'ailleurs, qu'on a vu se promener récemment ensemble. Voilà. Donc, wait and see, j'attends de voir, et je suis content de voir que finalement, la stratégie que j'avais avec bras d'honneur, qui a été trahie par l'indicateur de police Cardet, finalement se met en place d'elle-même, parce que c'est le bon sens. Je compte beaucoup sur les jeunes de banlieue, sur leur virilité, je ne sais pas si elle est nietzschéenne, mais sur leur virilité et leur bon sens populaire, pour s'émanciper de la dictature choatique, qui ne fait qu'un d'ailleurs avec la dictature SOS Racisme, c'est-à-dire avec l'antiracisme institutionnel, qui est en fait, quand on creuse bien, une incitation à la haine raciale entre noirs et blancs, voulue par des gens dont la détermination première est le mépris et la haine raciale. C'est ce qui a été parfaitement défini par le concept de peuple élu par le sang de la mère, c'est-à-dire la matrilinéarité, qui est la plus belle démonstration du racisme. Voilà, c'est assez facile à expliquer. Vous demanderez qu'on vous explique pourquoi, par le sang de la mère, on est encore plus sûr que le sang soit pur que par le sang du père. Donc on est encore plus, comment dirais-je, sur le sang, donc sur la race, que par la patrilinéarité. Vous voyez, c'est assez facile de démontrer par l'intelligence à quel point les racistes sont ceux aujourd'hui qui tiennent d'une main de fer l'escroquerie de l'antiracisme, et qu'il faudra à un moment donné que la justice et le sens soient remis à l'endroit. Je le souhaite en douceur, mais de toute façon, malheureusement, plus le mensonge se prolonge et s'aggrave, moins on a de chances que ça finisse par se passer en douceur, comme nous le rappelle d'ailleurs toute l'histoire. C'est ça qui est incroyable, c'est que toute l'histoire est là pour le démontrer. Il y a des gens qui visiblement n'ont pas le sens de l'histoire. C'est peut-être lié au fait qu'ils n'ont pas non plus le sens de l'autre, parce que pour avoir le sens de l'autre, il faut cesser un peu de le mépriser et d'adhérer à une religion qui dit que l'autre est un animal et un esclave à son service, ce qui n'est pas très confraternel, pas très chrétien et quand même assez raciste. Bonjour Monsieur Soral, j'espère que vous allez bien. Hervé Rissen vient d'être incarcéré à Fleury-Mérogis pour 9 mois, en raison de ses opinions trop librement exprimées et pas assez politiquement correctes. Pourriez-vous, s'il vous plaît, à cette occasion, nous parler de lui, de vos convergences intellectuelles, mais également de vos divergences? J'ai récemment entendu M. Rissen déclarer qu'à son avis, ER ne mettait pas suffisamment l'accent sur la défense de notre identité ethnique. Que pourriez-vous nous répondre à ce sujet? Merci beaucoup pour le travail inestimable d'égalité et réconciliation. J'espère pouvoir bientôt lire votre prochain livre. Oui, sur mon prochain livre, j'en ai déjà écrit les 4/5e. J'essaye de le finir pour Noël. Et je suis content d'ailleurs d'avoir échappé à l'incarcération, car je rappelle que si Rissen se retrouve en prison aujourd'hui, je devrais moi normalement y être tel que c'était prévu par la machine judiciaire au service du CRIF. Je devrais y être aussi depuis quelques semaines déjà. C'est par miracle que j'en suis sorti. Voilà. Donc, j'apporte évidemment mon soutien total à Hervé Rissen, et je rappelle que j'ai lu à peu près tous ses livres. Il n'y a rien d'attaquable dans ses livres. Tout ce qu'il dit est totalement sourcé et démontré. C'est un spécialiste du judaïsme, au sens d'ailleurs judaïsme religieux, et judaïsme historique, et rien de ce qu'il écrit n'est attaquable. D'ailleurs, rien de ce qu'il écrit n'est attaqué. Voilà, il est attaqué sur des points de détail et systématiquement condamné comme moi pour soi-disant incitation à la haine raciale, alors que jamais personne n'a pensé que les Juifs étaient une race. Le judaïsme est un racisme, mais les Juifs ne sont pas une race. Je veux dire. Donc, le tribunal triche sur la loi, ment et condamne systématiquement pour en fait obéir
la communauté toute puissante. Ça, c'est insupportable. Et Rissen n'a rien à faire en prison. Rien à faire en prison. La critique du islam est autorisée par la loi, exactement comme la critique de l'islam, c'est-à-dire qu'on peut être, et de même qu'on peut être islamophobe, on peut être judéophobe, et qu'il y a beaucoup de raisons de l'être, et que le deux poids deux mesures entre ce que subit Rissen, ce que je subis aussi, mais heureusement j'ai échappé moi à l'incarcération, est insupportable quand on voit ce que se permet Zemmour par ailleurs. Et moi je ne suis pas pour que Zemmour aille en prison, je suis pour que Rissen en sorte, voilà, et qu'on puisse enfin avoir un débat libre qui, soi-disant, s'inscrit dans la tradition française, voltairienne et humaniste. Voilà. Nous subissons aujourd'hui une dictature de la communauté organisée, incarnée parfaitement par le CRIF. C'est insupportable, il faudra que ça cesse. Nous allons nous mobiliser pour que Rissen sorte de prison, et puis, s'il reste en prison, pour qu'il n'y soit pas pour rien, c'est-à-dire que ce soit réellement un héros de la cause patriote et de la cause de la liberté d'expression. Ces deux combats vont ensemble. Nous allons d'ailleurs lancer une pétition et demander à tous les gens qui prétendent défendre la liberté d'expression pleine et entière de se mobiliser. Je pense à des gens comme Chouard, je pense à des gens comme Elisabeth Lévy. Quand j'entends son dernier discours sur l'affaire Charlie et sur le droit au blasphème et sur la liberté d'expression qui fait la France, là, on est dans un deux poids deux mesures strictement insupportable. Un peu de mal de parler de mes divergences avec Rissen, qui est actuellement incarcéré à Fleury-Mérogis. C'est quand même la plus grande prison d'Europe, et une prison quand même de jeunes qui peut être assez violente et en plus assez vétuste. Donc j'espère que ces conditions ne sont pas trop mauvaises. Nous occupons d'entrer en contact avec lui et d'essayer de lui donner toute l'aide que nous pouvons de l'extérieur, malgré nos quelques divergences on va dire de stratégie politique. C'est un combattant patriote, et nous, on ne tourne pas la tête quand un combattant patriote tombe. Donc nous allons nous en mettre toute l'énergie de R au service de sa libération et de sa défense, puisque n'oublions pas que si Rissen est en prison aujourd'hui, seul, normalement, je devrais y être aussi. C'est qu'il a décidé sans doute de ne pas s'exiler, il a décidé d'être sacrificiel et héroïque. Et je rappellerai d'ailleurs, quand on parle de vrais combattants et de vrais opposants à la domination que tout le monde a bien identifié, que ce soit par l'affirmation ou le silence. Je rappelle aujourd'hui que Lelay, qui a bien évolué d'ailleurs, est au Japon. Je rappellerai que Renoir est en Angleterre. Je rappellerai que Stéphane Blay est en Turquie. Je rappellerai à un autre niveau que Frédéric Chatillon est en Italie. La dictature se renforce chaque jour un peu plus. On embastille ou on force à s'exiler les patriotes authentiques, et les autres Français, on leur met la muselière du masque Covid. Et là, il faudra faire la liste des soi-disant patriotes qui sont pour la muselière, pour le test, pour le vaccin. En premier lieu, Marine Le Pen, qu'on peut quand même honnêtement qualifier aujourd'hui de... Elle mérite de disparaître et de finir dans les poubelles de l'histoire. Je pense d'ailleurs que c'est ce qui va lui arriver. Mais l'affaire Rissen va quand même permettre qu'on trie les vrais patriotes, les vrais aussi combattants de la liberté d'expression et pas de la liberté d'expression à deux vitesses, et qu'on remette à leur place les faux culs, les tartifs, les lâches, qui sont en général presque tous dans le camp de ce qu'on appelle le national-sionisme, de cette escroquerie qu'est le national-sionisme. Voilà. Bonsoir à Alain et bonsoir à toute l'équipe. Emmanuel du 92. Penses-tu que le salut viendra de Donald Trump et de ce qu'il est en train de faire sur les réseaux pédocriminels, etc. Oui, je me suis déjà exprimé à ce sujet, mais je veux bien m'exprimer encore. J'espère que Trump incarne une forme de salut et puis le virage radical que doit prendre la politique. Et j'ai déjà écrit dans Comprendre l'Empire que si ça devait bouger par rapport à la marche satanique du nouvel ordre mondial vers une forme de domination terminale qui a été très bien exprimé par Attali, qui espère un jour un gouvernement mondial unifié à Jérusalem. Je pense qu'il n'y a pas de, comme je l'ai dit, il n'y a pas de complotisme ou il n'y a pas de délire. Tout le monde est d'accord sur ce qui se passe en ce moment. Il y a ceux qui s'en réjouissent et ceux qui le déplorent. C'est tout. Voilà. Il n'y a pas d'ambiguïté, une domination, et sur quels sont ses fondements et vers où ça va, etc. Il ne faut pas se mentir. Donc j'espère que Trump, effectivement, qui est un patriote,
qui est un anti-impérialiste américain, ce qui est intéressant, qui effectivement associe, comme je le fais depuis des années, domination oligarchique et pédocriminalité, ce qui n'est pas du tout délirant. Hein. J'espère réellement qu'il va être élu et qu'il pourra mener ce combat voilà, de nettoyer les écuries d'Augias, drainer l'État profond, vaincre le pouvoir profond. Et je pense malheureusement que même s'il est élu, on risque de voir les États-Unis basculer dans une nouvelle guerre civile. Il y en a déjà une à l'époque. Hein. Et d'ailleurs, il y a un intellectuel américain qui vient d'être traduit en français, là, qui s'appelle Michael Jones, je crois, qui réfléchit là-dessus et qui s'exprime très bien sur ces questions. Donc je vous incite à vous intéresser, parce que je crois qu'il est en France en ce moment, aux travaux de Michael Jones sur la tyrannie de la minorité, sur l'opposition catholicisme-protestantisme ou judéo-protestantisme, sur voilà, le rôle manifeste que peut jouer la pensée française, l'esprit français incarné selon lui par le néo-thomisme sur le combat mondial qui se joue en ce moment, etc. etc. Et donc j'espère que Trump incarne tout ça, je pense qu'il l'incarne. Après, je ne sais pas si ça va aussi loin que le dit Quanon ou c'est juste en partie, mais c'est intéressant, c'est de voir aujourd'hui la manière dont, par exemple, un Chomsky, qui est le maître à penser d'un Bricmont, s'exprime sur Trump, et au lieu de voir en Trump quelqu'un qui essaie de désengager l'armée américaine de ces entreprises néocoloniales mises en place par les néoconservateurs depuis les années Reagan, Bush et continuer jusqu'à Obama, quand on voit Trump se battre pour l'emploi, lutter contre l'esclavage humain, et qu'on entend un Chomsky, que j'ai toujours dénoncé comme un escroc de la communauté organisée, nous balancer que Trump est plus dangereux qu'Adolf Hitler, selon lui, et le pire homme politique de tous les temps, bien plus dangereux et pire que Adolf. En fait, quel maître sert Chomsky et comment il voit les choses. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut sortir de la guerre, redonner de l'emploi à ses concitoyens, est considéré par M. Chomsky, maître à penser de M. Bricmont, comme pire qu'Hitler. Eh ben, ça peut peut-être nous pousser à nous réintéresser à la politique qui était celle d'Hitler avant qu'il ne soit poussé à la guerre et de voir quel était son discours au début des années 30 et peut-être de réviser un peu notre vision du monde, celle qui nous est imposée depuis, je dirais, depuis Nuremberg. Hein, voilà. Oui, bonjour M. Soral. Je voulais vous poser une question concernant un homme politique qui pèse pas lourd sur le plan électoral, mais que j'estime beaucoup. Il s'agit de Jean Lassalle. Donc, moi, je le prends très au sérieux. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Sachant que c'est un homme qui a quand même rencontré Chavez et Bachar al-Assad. Donc, je voulais savoir votre avis concernant cet homme qui est bien français, bien patriote. Voilà, merci. Oui, je ne le connais pas personnellement, mais je sais que, je vais peut-être commettre une indiscrétion, mais il faut quand même oser de temps en temps, je crois qu'il m'aime bien. Hein, voilà, et son fils aussi d'ailleurs. Et donc j'ai un grand respect français qui vient du sud-ouest. C'est un peu le profil populaire de Gave physiquement. C'est des types qui ont à voir avec le rugby, avec le sud-ouest, et qui incarnent une certaine virilité nietzschéenne sur lequel pourrait prendre modèle le jeune Rushdie, pour être un peu plus crédible. Et oui, il fait partie de mon panthéon actuel. Si à un moment donné il fallait mener une révolution avec des personnages qui oseraient s'investir. Moi, je verrais bien, d'ailleurs, comme je verrais bien Gave, hein, je verrais bien Lassalle faire partie de l'équipe. Hein. C'est vraiment un bon gars. En plus, c'est tout sauf un abruti. Hein. Les gens le prennent pour un abruti parce qu'il a l'accent du sud-ouest et un gros nez à la Spanghero ou à la Canberra-Béraud. Mais je veux dire, le type est assez fin. Hein. Moi, je l'ai écouté parler. Je l'ai écouté dans des discours qui ne sont pas strictement des discours de la Chambre, qui sont très courts. Et le type est un pince sans rire, avec un français châtié. C'est un esprit fin, en réalité. Hein. Donc, grand respect pour Lassalle, que je mets dans mon équipe, avec Véronique Lévy, Bigard, Charles Gave. Vous voyez, on va pouvoir constituer une équipe. Et dedans, par contre, je ne mettrai ni Berkoff ni Seba, vous voyez. Voilà. Je prendrai Corleone aussi. Oui, je le prends aussi. S'il tient le choc, s'il ne fait pas Teshuva d'ici là. Oui, bonjour Monsieur Soral, je m'appelle Bruno. Je voudrais savoir ce que vous pensez du fait que Jean-Marie Le Pen trouve Zemmour très sincère. J'écoute souvent Jean-Marie Le Pen sur son journal du vendredi. Et quand on lui pose la question sur Zemmour, il le trouve sincère, honnête dans ce qu'il dit. Donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus si cette question vous intéresse. En tout cas, bravo pour votre travail et bonne journée ou bonne soirée à vous tous. Au revoir. Alors j'ai bien sûr un très grand respect pour le menhir, pour Jean-Marie Le Pen, qui a maintenant
93 ans, je crois. Mais je remarque quand même que ça a toujours été un politique et un fin politique, et je dirais même un trop fin politique, puisque j'en ai déjà parlé en privé avec lui. Il n'est pas si naïf que ça, et il faut bien analyser Zemmour exactement comme je vous ai analysé tout à l'heure Berkoff. C'est-à-dire qu'il y a le Zemmour individu, qui est sans doute sincère et qui a d'ailleurs intérêt à dire tout ce qu'il dit, puisque c'est son intérêt bien compris en termes d'intérêt de classe, je dirais, et selon la fameuse phrase « D'où parles-tu, toi ?» En tant que journaliste du Figaro, c'est-à-dire d'un canard de droite français par le décret Crémieux, son positionnement est exactement un positionnement, je dirais, fonctionnel, c'est-à-dire qui est de son plus grand intérêt pour lui. Hein, voilà. Donc de ce point de vue-là, sa sincérité ne fait pas de doute. Mais après, il fait partie de l'être collectif de ce qu'on appelle... Et il joue un rôle et il a une place sur, je dirais, l'échiquier. Et il est évident qu'il est là pour maintenir le leadership de la communauté juive organisée malgré l'obsolescence évidente d'un Bernard-Henri Lévy ou d'un Cohn-Bendit. Hein. Donc on est là dans ce qu'on appelle la stratégie des alternances fonctionnelles, c'est-à-dire après nous avoir vendu la chose, nous vendre son contraire, n'est-ce pas? Pour toujours coller à ce que le peuple peut vouloir ou supporter. C'est un peu une autre version du pantalon à une jambe. Hein. Voilà, là c'est d'abord une jambe puis l'autre, hein, voilà, pour continuer à marcher, comme dans la chanson de Nancy Sinatra. Donc Zemmour, ce qui est intéressant chez Zemmour, je l'ai déjà dit, pour ne plus parler de Le Pen, parce que j'aime pas, moi, critiquer les limites du Le Pen père, qui avait d'ailleurs amené à Le Pen fille. Hein. Trop de stratégies politiciennes, finalement, amènent parfois à des résultats inférieurs à ce que si on avait simplement laissé parler son cœur et sa virilité. Je prendrais comme exemple le point de détail. Le point de détail était une faute stratégique énorme, car la chambre à gaz est tout sauf un point de détail. Hein. C'est le Golgotha, c'est le pivot de toute, comment dirais-je, la morale mondiale ou la morale occidentale aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc avoir dit, par exemple, à l'époque, en pensant rusé que la chambre de gaz était un point de détail, était une double erreur politique de quelqu'un qui voulait la jouer trop fine. Hein. Parce que finalement, la condamnation, malgré l'absence de loi Guesso, a été terrible, et la réponse était doublement, comment dirais-je, faible. Hein. Voilà, il fallait dire non, c'est tout sauf un point de détail, tout tourne aujourd'hui de la chambre à gaz, et on le sait parfaitement, le jeune Corleone est en train de le vérifier en ce moment même. Hein, voilà. Donc Le Pen père est parfois trop politique, trop politicien. Il ferait mieux parfois d'être un peu plus sincère, direct, intuitif, n'est-ce pas? Zemmour est là pour nous la coller profond, c'est évident, et il se prépare un livre en ce moment sur l'autre Zemmour, et ma phrase c'est simple, le problème chez Zemmour, c'est pas ce qu'il dit, c'est tout ce qu'il dit pas. Voilà. Et vous verrez que quand on rajoute à ce que Zemmour dit tout ce qu'il dit pas, eh ben on n'a surtout plus besoin du tout de lui pour incarner le renouveau français, l'identité française, la reconquista, le salut de la France, le patriotisme, etc., etc. Et là-dessus, je me permettrai effectivement de faire une petite leçon à Jean-Marie. Voilà. Ce n'est pas forcément très intelligent stratégiquement de ne voir dans Zemmour que l'individu et de ne pas voir l'être, enfin, je dirais, le pion de l'être collectif. Et je pense que si Jean-Marie ne le voit pas, c'est embêtant. S'il le voit, le mieux, c'est finalement, in fine, de dire ce qu'on a vu. Hein, parce qu'avec des stratégies soi-disant fines, eh ben, on en arrive finalement au Rassemblement national de Marine Le Pen, ce qui est quand même un aveu comment dirais-je, de stratégie parfaitement perdante et catastrophique. Voilà. Voilà. Donc merci Soral. Une petite précision quand même. Donc tout le monde le sait, hein, donc Bigard s'est retiré de la candidature à l'élection présidentielle. Il a fait de façon assez drôle. Bon, c'est assez graveleuse aussi. Hein. On va essayer de retrouver le tweet, la vidéo sur Twitter. Voilà. Bon, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'Alain Soral le mette dans son équipe. On ne s'attendait pas forcément. Hein. Pour ce qui est de Zemmour, bon, rien à rajouter, sauf que il est pas assez sévère encore. Bon, il a été ami avec Zemmour, donc ça se comprend, mais il est pas assez sévère encore. Le personnage est encore plus douteux que ce qu'il dit. Voilà. Sinon, donc ça c'était 13 minutes 15 pour Bigard. Alors il fait allusion à 26 minutes 15 et 35 minutes 30 environ. Hein, à une pétition qu'il lancerait pour la liberté de Bruxelles. Bon, les pétitions, ça sert pas forcément à grand chose, mais on va suivre ça de près parce que on va quand même la relayer, cette pétition. Faut tout faire, hein, de toute façon, faut tout faire. Hein. Maintenant, tous les moyens sont bons, hein, donc on va tâcher de voir ça.
Et voilà, il y avait pas grand chose d'autre à dire. Après c'est pour qui le regardent, hein, qu'on y adhère ou pas. Hein. Bon, souvent on peut y adhérer, hein, sans problème. Voilà. Donc merci bien.